Ouais, ça marche. On va commencer doucement, peut-être. C'est vrai que les accès étaient un peu compliqués aujourd'hui, donc je pense que on peut avoir quelques retardataires qui arriveront. Bienvenue à tous pour cette soirée. Alors, je ne suis pas Martine Lefebvre, qui me charge de vous transmettre ses excuses pour être présente. Donc, Martine Lefebvre, qui est la présidente du conseil d'administration de la Fédération. Je n'en suis que le directeur. Et je suis donc chargé de vous transmettre ces plus plates excuses de ne pouvoir être présent ce soir avec nous pour des motifs familiaux et d'introduire, mais très très brièvement, le contexte et la soirée, où effectivement on a pu, au fur et à mesure de l'histoire de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie santé mentale des Hauts-de-France, organiser régulièrement des rencontres au départ très organisées sur des questions d'éthique de la psychiatrie et de la santé mentale, qui s'étendent un peu aujourd'hui sur des questions un petit peu plus larges de sciences humaines et en particulier de philosophie de la psychiatrie. Donc je suis ravi qu'on puisse entendre ce soir Alexandre Billon, qui est maître de conférence à l'Université de Lille, et qui va nous parler de questions de psychothérapie et de pharmacothérapie dans une perspective philosophique. Je ne m'étendrai pas beaucoup plus là-dessus, je lui laisse la parole dans quelques instants, juste pour vous rappeler qu'à l'issue de la conférence, on a un rapide apéritif, si vous voulez, qui permet de continuer à échanger et de continuer à discuter ensemble. Et voilà, c'était à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous dire en introduction. Merci encore Alexandre et bonne soirée à tous. Bonjour à tous, merci. Du coup, je vais parler de la question de la comparaison des thérapies par médicaments ou des thérapies par la parole. Et je dis tout de suite que je vais m'appuyer ici sur un certain nombre d'ouvrages. Ce que je vais proposer n'est pas très original, c'est plutôt comme une synthèse destinée à vous montrer que la philosophie fournit des outils conceptuels pour répondre à cette question ou pour évaluer, si vous voulez, les avantages et les inconvénients, certains avantages et certains inconvénients des thérapies par médicaments ou par la parole, des psychothérapies ou pharmacothérapie. Donc, je vais pas passer ces gens en revue, je vais les citer quelques fois. Donc, si on fait une recherche Google et qu'on tape consommation excessive, psychotrope, usage excessif, on trouvera un certain nombre d'articles de presse qui disent que la France est championne de consommation de médicaments, de psychotropes. Et presque toujours, l'idée qu'on en consomme beaucoup est assortie de l'idée qu'on en consomme trop, et que beaucoup, c'est forcément trop. Et on ne trouvera jamais, en tout cas à ma connaissance, de critiques du même ordre concernant les psychothérapies. On ne parle pas de surconsommation de psychothérapie. Il y a peut-être une consommation moindre, mais il semble que même si la consommation de psychothérapie, entre guillemets, était aussi importante, on ne parlerait pas de consommation excessive, d'usage excessif, de surconsommation. Alors la question que je voudrais poser, c'est pourquoi et est-ce que cette prévention contre les médicaments est justifiée? Est-ce qu'elle est méritée? On se méfie plus des médicaments que des psychothérapies, pour le dire autrement. Est-ce qu'on a raison de le faire? Pourquoi on aurait raison de le faire? Alors, il y a deux réponses que je vais évacuer tout de suite. La question des effets secondaires nuisibles. Certains médicaments ont des effets secondaires qui sont nuisibles. La question de l'efficacité qui peut être mise en doute. C'est des questions qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas du tout de ma compétence. Du coup, je traiterai simplement la troisième question, à savoir, est-ce que la prise de médicaments présente des problèmes indépendants de ces questions d'effets secondaires et d'efficacité? Et ce que je peux dire, c'est que beaucoup de gens, des psychiatres et des philosophes, ont défendu l'idée que, indépendamment de ces considérations d'efficacité et d'effets secondaires, les médicaments présentent un certain nombre de problèmes. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Une critique qu'on trouve, je connais pas vraiment de philosophe qui l'a formulée parce que c'est une critique un peu naïve, mais c'est la critique qu'on entend le plus souvent. C'est l'idée que les médicaments
donc serait non naturel et que ce serait pas bien. Je dis que c'est une critique naïve parce que non naturel, souvent, ça veut dire quelque chose, soit ça veut dire synthétique, donc fabriqué par l'homme, mais les vêtements sont synthétiques et personne n'a d'objection au port de vêtements. Ça peut vouloir dire non familier, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien encore, donc à ce moment-là, ça peut être justifié. Si on ne connaît pas bien, il y a peut-être des effets secondaires inconnus, mais j'évacue cette question des effets secondaires, donc c'est une critique qui est un peu naïve, qui peut peut-être être raffinée, mais qui, en l'état, en tout cas, est un petit peu naïve. Une autre critique qui est intéressante, que je n'étudierai pas en profondeur, mais qui mériterait aussi un traitement entier, c'est l'idée que les médicaments soigneraient les symptômes et pas les causes. Donc, par exemple, Pollack, en 1998, a défendu l'idée que pour les troubles d'hyperactivité, des déficits de l'attention, étaient causés non pas par, étaient causés par des problèmes sociétaux et politiques, des classes surchargées par exemple, et que en donnant des médicaments pour traiter ces troubles, on traitait simplement les symptômes et on évitait de traiter les causes. Donc c'est une critique intéressante sur laquelle je me focaliserai pas malgré tout. J'en parlerai pas beaucoup, mais on peut y revenir à la fin. Troisième point, Friedman, dans un article très influent qui s'appelait « Aspirine pour l'esprit », a accusé les médicaments de mécaniser le soi. Quand il dit mécaniser le soi, ce qu'il veut dire, c'est à la fois qu'on nous traite comme des machines, quand on nous donne des médicaments, et en même temps, il suggère qu'on devient des machines à force de prendre des médicaments, ce qui est un peu plus bizarre. Et enfin, une autre critique qui est très classique, qu'on trouve chez Eliot en 88, chez un autre psychiatre qui s'appelle Kramer, qui est l'idée que les médicaments menaceraient notre authenticité. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a une citation ici où il est très clair. Il pense que le Prozac altère ma personnalité, et donc il nous dit il serait inquiétant que le Prozac altère ma personnalité, même s'il me donnait une meilleure personnalité, simplement parce que ce ne serait plus ma personnalité. Ce type de changement de personnalité met au défi les éthiques de l'authenticité. Ok, donc éthique de l'authenticité ici, c'est l'idée d'être vraiment soi-même. Je vais revenir là-dessus. Et ce que suggère Eliot ici, c'est que en prenant des médicaments, on cesse d'être vraiment soi-même, et du coup, même si la personne qui prend des médicaments va mieux, c'est plus la même, et ça, c'est un gros problème. Ok. Question, pourquoi c'est un problème? Et pourquoi c'est un problème? Et si on compare, encore une fois, avec l'idée de comparer les médicaments par opposition aux autres formes de thérapie, et en particulier aux psychothérapies. Cette question, il est difficile d'y répondre, parce que la plupart des thérapeutes auront des réponses à cette question, mais la plupart de leurs réponses dépendront des buts qu'ils assignent à leur thérapie, et tous les thérapeutes n'assignent pas le même but à leur thérapie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que... je vais donner une liste de buts proposés par certains thérapeutes. Donc il y a beaucoup de psychanalystes qui disent que ce qu'ils visent, ce n'est pas la guérison, entre guillemets, c'est la promotion de l'autonomie et de la liberté du patient. Autonomie, c'est un peu comme authenticité, on en reparlera un peu. C'est des gens qui mettent clairement au premier plan l'authenticité comme un but de la thérapie. Donc pour ces gens-là, si vraiment le Prozac menace l'authenticité, c'est sûr que le Prozac, c'est pas bien, vu que ça contrevient au but premier de la thérapie. Mais il y a beaucoup de gens, alors on va prendre ici, je vais prendre un item plus bas, il y a beaucoup de gens qui disent que le but d'une thérapie, c'est pas la promotion de l'autonomie ou de la liberté du patient, ou de l'authenticité, c'est éliminer les symptômes, donc les problèmes pour lesquels le patient a consulté. Ça peut être, donc il y a beaucoup de praticiens en thérapie comportementale et cognitive, ou de gens qui proposent des pharmacothérapies, qui considèrent que le but de leur thérapie, c'est simplement de guérir les symptômes. Du coup, la question qui se pose ici, c'est comment comparer, comment on considère cette objection d'Eliot qui dit les médicaments, c'est pas bien parce que
ça menace l'authenticité du sujet, c'est peut-être plus lui-même. Oui, mais certains thérapeutes vous diront que l'authenticité, c'est pas un but de la thérapie et que c'est pas forcément grave que ce soit plus la même personne après, que ça menace son authenticité. Donc ce qu'il faudrait trouver, si vous voulez, pour arbitrer ce genre de débat, c'est une sorte d'étalon or qui permette de comparer les buts des différentes thérapies et de voir lesquels sont justifiés, lesquels sont moins bien justifiés, lesquels sont meilleurs. Comment comparer le but proposé par différentes thérapies? Je pense qu'il existe un tel étalon or, c'est un concept philosophique, c'est le concept philosophique de bonheur. Alors, le bonheur, c'est un terme qui est très très ambigu. Dans certains contextes, on peut dire d'une personne qu'elle est heureuse quand elle a un visage qui sourit, elle se sent bien. Se sentir bien. Le concept philosophique de bonheur, c'est pas juste se sentir bien, c'est vraiment avoir une vie qui est globalement bonne pour soi. C'est une valeur, donc c'est quelque chose qu'on cherche à atteindre, et c'est parmi les valeurs, on dit parfois que c'est la valeur personnelle ou la valeur prudentielle, c'est l'idée que c'est la valeur d'une vie qui est bonne pour celui qui la vit, par opposition par exemple au bien moral, qui est la valeur d'une vie pour autrui. Une vie est moralement bonne si elle était bonne, on va dire, première approximation, pour les autres. Elle est heureuse si elle est bonne pour celui qui la vit globalement. Et donc, je pense qu'il est difficile de contester qu'une thérapie sera meilleure qu'une autre si elle tend plus que la première à augmenter, que la seconde, pardon, à augmenter le bonheur du patient. Je pense qu'on a un étalon or pour comparer deux thérapies qui se fixent de manière interne des buts différents. On peut, d'une certaine manière, mettre entre parenthèses les buts qu'elles s'assignent pour se demander laquelle promeut le mieux le bonheur du patient. On pourrait se demander aussi s'il y a aussi des questions d'éthique, mais je vais encore une fois faire l'impasse sur les questions d'éthique. On peut imaginer des thérapies qui soient bonnes pour le patient, mais qui le rendent mauvais, ou qui soient bonnes pour qui soient mauvaises pour d'autres personnes, par exemple, parce que c'est des thérapies très coûteuses qui demandent de consommer énormément d'énergie. Donc je vais mettre entre parenthèses ces questions morales, et je vais considérer simplement la question du bonheur. Est-ce que prendre des médicaments, ça menace plus le bonheur du sujet que d'utiliser une psychothérapie? Ou est-ce que ça risque de moins bien le promouvoir qu'une psychothérapie? Ok. Donc, c'était l'intro. Je vais maintenant parler des différents types de thérapies. On peut classer les différents types d'approches pour soigner l'esprit, donc de psychothérapie au sens étymologique, selon un gradient. Je ne vais pas dire tout de suite quelle est la variable du gradient, mais vous allez pouvoir le deviner. D'un côté, on a des théories qu'on pourrait dire neuropharmacologiques, donc les pharmacothérapies, les médicaments, mais aussi d'autres manipulations directes, la neurochirurgie, les thérapies électroconvulsives. Vous avez beaucoup d'autres choses. Donc, tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des manipulations directes. On parle pas par la parole, ça passe pas essentiellement par la parole, et ça passe pas non plus par la raison du sujet. J'en parlerai. Après, on a les théories comportementales, donc au sens des théories comportementales classiques mises au point par les comportementalistes, qui visent à modifier les apprentissages du sujet pour modifier son comportement. Les thérapies cognitives ou cognitives et comportementales. Les théories psychodynamiques, donc d'inspiration freudienne. Et au bout de ce gradient, je mettrai quelque chose ce que j'appellerais les thérapies philosophiques antiques, qui étaient les premières psychothérapies. Vous savez sans doute que les philosophes hellénistiques, donc les épicuriens, les stoïciens, les sceptiques, se décrivaient volontiers comme des médecins de l'âme, et ils proposaient une psychothérapie fondée sur la philosophie et fondée notamment sur des arguments.
et certains exercices spirituels. Il y a des choses qui ressemblent un peu, qui peuvent ressembler un peu à la méditation ou à des exercices d'apprentissage, de résumé de doctrine. Il y a des choses qui peuvent ressembler aussi à la thérapie de groupe. Chez les épicuriens, ils se rassemblaient ensemble pour se guérir. Il y avait aussi une forme de confession qui peut ressembler un peu aux psychothérapies modernes où l'élève discutait avec le sage et lui faisait part de ses progrès, qui étaient évalués par le sage. Donc on a une sorte de gradient. Donc ces thérapies philosophiques antiques, je dis qu'elles n'existent plus vraiment, mais il existe toujours un courant un peu souterrain qui se réclame de ces thérapies, par exemple les thérapies existentialistes ou existentielles qui sont très en vogue en Angleterre ou aux États-Unis, sont des thérapies qui revendiquent cet héritage de manière relativement directe. Alors, j'ai dit qu'il y avait un gradient, donc on pouvait tous les aligner sur une droite. Quelle est la variable qui correspond à cette droite? Alors, je pense que il y a deux manières de présenter ce gradient. D'une part, on peut dire que les thérapies philosophiques antiques, elles sont assez proches de la matière commune, ordinaire, de modifier l'esprit, de modifier les états mentaux de quelqu'un. Si j'ai un ami qui croit des choses bizarres, pour lui changer l'esprit, je vais lui donner des arguments ou lui montrer des éléments probants. Si j'ai un ami qui croit, par exemple, que la Terre est plate, je vais essayer de lui donner des arguments, lui montrer des photos de la Terre vue de l'espace, etc. C'est une manière ordinaire qu'on a tout le temps. On est tout le temps en train de se modifier l'esprit les uns des autres en se proposant des arguments, en donnant des données probantes. On fait ça en permanence. C'est une manière très commune et les thérapies philosophiques antiques, elles se situent très proches de cette manière ordinaire de modifier l'esprit de quelqu'un, vu qu'elles cherchent à guérir les troubles de l'esprit avec des arguments et l'exposition de données probantes. Les manipulations directes, elles se situent très loin de ces manières ordinaires de modifier l'esprit de quelqu'un. Ok. Et elles posent du coup des problèmes éthiques sans doute différents. L'autre gradient, c'est le rôle, l'autre variable, c'est le rôle accordé à la raison. Les thérapies philosophiques accordaient un grand rôle à la raison. Elles cherchaient à modifier l'état mental du sujet, mais grâce à la raison du sujet, grâce au raisonnement du sujet. Ce n'était pas quelque chose de passif. On lui proposait des arguments, le sujet devait réfléchir et il devait se faire une idée lui-même, accepter ou refuser. Donc, en théorie, les arguments étaient bons, donc il devait les accepter, mais ça devait passer par sa réflexion. Ça devait passer par sa raison. À l'opposé du gradient, les thérapies neuropharmacologiques, elles ne passent pas du tout par le filtre de la raison. Que le sujet raisonne bien ou mal, ça ne changera rien à l'issue thérapeutique. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça qu'elles sont prévues, en théorie. Ok. Et pourquoi ce classement est intéressant? Parce que je pense que plus les thérapies sont en haut de cette liste, plus elles semblent faciles à critiquer, un peu comme on critique les médicaments, plus on a tendance à avoir une prévention contre elles. Quand on arrive du côté de 5, on peut se dire à la limite, ça marche peut-être pas, mais on se dira que si ça marche, il n'y a aucun problème à ce qu'on en fasse beaucoup. On ne dira pas qu'il y a une surconsommation de thérapie philosophique en imaginant que ça marche, ce qui n'est pas forcément gagné. Mais donc l'idée ici, c'est que je pense que c'est un point qui sera important, c'est ce qui nous dérange dans les médicaments, ou ce qui peut nous déranger de prime abord dans les médicaments, c'est qu'ils sont en discontinuité avec les manières ordinaires de modifier l'esprit de quelqu'un et qui ne passent pas du tout, encore une fois, je nuancerai ça un petit peu, par le filtre de la raison. En tout cas, leur efficacité ne semble pas médiatisée, ne semble pas dépendre de la raison du sujet. Ok, donc toutes les critiques qui sont adressées aux médicaments semblent valoir également pour les autres manipulations directes, voire à plus forte raison pour les autres manipulations directes du type chirurgicale, stimulation profonde ou d'autres choses de cet ordre. Alors voilà pour les différents types de thérapies. Je vous ai dit que j'allais essayer de
on avait pris du recul vis-à-vis des buts que ça signe les différentes thérapies pour se demander qu'est-ce que c'est que le bonheur. Je vais vous présenter, vous faire une introduction très brève aux 3 grandes théories du bonheur contemporaines. Il y a beaucoup de débats là-dessus depuis à peu près les années 80. Et donc je vais vous présenter rapidement ces théories et je vais essayer de vous montrer comment les arguments qui sont mis en jeu dans ce débat permettent de répondre à notre question initiale. Alors, les grandes théories du bonheur. Ce monsieur, c'est Derek Parfit. C'est un philosophe anglais qui est mort il y a peut-être une douzaine d'années et qui a consacré toute sa vie à l'élucidation du bien. Il voulait savoir ce que c'était qu'une vie bonne, moralement, mais aussi prudentiellement, aussi le bonheur. Et il a publié un très gros livre en 84. Il a publié deux livres dans sa vie, mais c'est 2 livres très importants. Il a publié en 84 un livre qui s'appelle « Raison et personne » et qui introduit à un moment très rapidement une distinction entre 3 grands types de théories du bonheur. Et sa distinction, comme beaucoup de choses qu'il a écrites, c'est devenu classique. Il distingue 3 grands types de théories du bonheur. La première, c'est ce qu'il appelle l'hédonisme. Et c'est l'idée, dans la version étroite, il y a énormément de versions, mais la version primitive qu'on trouve chez les épicuriens, c'est l'idée que le bonheur est avant tout une question de plaisir et d'absence de douleur. Qu'une vie globalement bonne, si vous voulez, c'est une vie qui a globalement, dans sa version la plus simple, globalement plus de plaisir que de peine. Je dis qu'il y a beaucoup de versions, il y a des versions plus subtiles qui disent qu'une vie bonne, c'est une question d'expérience. Et pourquoi c'est plus subtil ? Parce qu'il y a des expériences qui peuvent être un peu ambivalentes, qui sont ni du plaisir, ni de la douleur, mais qui peuvent être très enrichissantes. Mais l'idée, c'est qu'il suffit de regarder l'ensemble des ressentis du sujet dans sa vie pour savoir si ce sujet a une vie heureuse ou pas. Je les présente tout assez rapidement et ensuite on verra. Le préférentialisme, c'est l'idée que le désir consiste à satisfaire le bonheur consiste à satisfaire ses désirs. Celui qui a une vie bonne, c'est celui qui a obtenu ce qu'il voulait. Alors il y a une petite condition parce que des fois on a des désirs qui sont incohérents avec les uns avec les autres. Je veux arrêter de fumer, mais je veux fumer en même temps, etc. Je ne peux pas satisfaire tous ces désirs en même temps. Du coup, il y a en général une condition, on dit que le bonheur consiste à satisfaire ses désirs rationnels, et par ça, on veut dire des désirs qui auraient passé le filtre d'une réflexion poussée, le sujet a le temps de s'informer un peu sur l'état du monde, sur ce qu'il veut vraiment, éventuellement il a droit à une thérapie cognitive, et il finit par se mettre d'accord sur les désirs qui comptent vraiment pour lui. Et le sujet heureux, ce serait celui qui satisfait ses désirs rationnels, ceux qui passent le fil d'une réflexion profonde, informée et éventuellement un peu aidée. Et enfin, il y a une théorie qui n'a pas un très beau nom, qui s'appelle la théorie des listes objectives, plutôt une famille de théories comme à chaque fois. C'est l'idée que le bonheur, c'est pas ressentir certaines choses ou satisfaire certains désirs, c'est posséder certaines propriétés objectives indépendante de ce qu'on désire ou de ce qu'on ressent. Donc par exemple, une théorie vous dira que pour être heureux, il faut être libre, avoir des amis et pouvoir avoir des temps où on peut jouer. Vous ne voulez pas d'amis, vous n'aimez pas, vous êtes content tout seul, on vous dirait que vous êtes malheureux, même si c'est votre goût. Donc là, ici, l'idée, c'est que ça ne dépend pas du tout de ce que vous voulez ou de ce que vous ressentez. Même si vous détestez la compagnie d'autrui ou détestez jouer, si vous ne jouez pas, vous serez malheureux. Et même si vous détestez ça, vous serez obligé de jouer pour être heureux, par exemple. Donc c'est une théorie qui est très différente des autres. Les 2 autres ont une dimension un peu subjective, ça dépend de ce que le sujet ressent ou de ce qu'il désire. Là, c'est complètement indépendant. Donc c'est les 3 grandes familles de théories. Je vais commencer par la dernière, qui est peut-être la plus... qui est, à mon avis, la plus problématique, même si elle a connu récemment un retour en grâce. Les thérapies des listes objectives, elles sont d'inspiration aristotélicienne, et à l'époque d'Aristote, elles étaient assez faciles à défendre,
Pourquoi? Parce qu'on avait cette idée qu'il y avait une nature, que le monde était bien fait. Chaque chose dans le monde a une nature, et à sa nature est associé un certain but. Et comme le monde est bien fait, pour une chose, atteindre le but qui lui est assigné, c'est bien. Et être heureux pour un homme, c'est atteindre le but qui est assigné aux hommes. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la nature humaine. Donc, chaque chose a une nature. Associé à sa nature, il y a un but. Ça, c'est un corps pesant. Associé à sa nature, il y a le but de tomber par terre. Quand il est au sol, tout va bien pour lui. Il a atteint son but. De la même manière, les humains ont un but. Quand ils atteignent ce but, tout va bien pour eux. C'est quoi ce but pour Aristote? Eh bien, c'est une vie contemplative. C'est la vie du philosophe qui peut passer son temps à réfléchir. Où il y a quand même un second best. C'est pas donné à tout le monde, etc. Donc, il y a une deuxième chose qui est bien, parce que l'homme est un animal rationnel, c'est dans sa nature, mais c'est aussi un animal social. Donc la deuxième possibilité, c'est une vie politique, une vie engagée dans la cité, dans la politique de la cité, qui s'engage dans la cité. Là, ça peut être aussi une vie bonne, puisque l'essence de l'homme, la nature humaine est sociale, et donc on a un but qui est de faire société. Et si on contribue à ce but, on aura une vie qui est bonne et heureuse. Ok, donc cette idée que les hommes ont un but qui leur est assigné par la nature a été christianisée par saint Thomas, avec l'idée que ce but, c'est pas vraiment la nature qui leur fixe, mais c'est Dieu. Et donc pour saint Thomas, une vie heureuse, c'est une vie qui atteint le but que Dieu lui a assigné. Mais aujourd'hui, toutes ces théories aristotéliciennes ou aquiniennes, elles sont difficiles, je pense, à accepter. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une nature humaine, mais s'il y a une nature humaine, elle est définie par la biologie. Et si la biologie assigne un but à une espèce, c'est simplement de se reproduire, de reproduire ses gènes. C'est difficile de croire que ça correspond au bonheur. On peut très bien imaginer des gens qui se reproduisent beaucoup, mais qui ont une vie extrêmement malheureuse et à vrai dire atroce. Donc, s'il y a un but qui est associé au fait d'être un homme, ce but semble assez loin du bonheur. Donc, je vais pas en parler beaucoup, mais il y a eu un renouveau, je reviendrai un petit peu de ces théories, notamment grâce aux écrits d'Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, et de Martha Nussbaum, une philosophe américaine, qui ont essayé de remettre au goût du jour ces théories en disant qu'il y avait des capacités humaines de base qu'il était bon de pouvoir, qu'on devait avoir pour être heureux. Ok. Alors, l'hédonisme, maintenant on va se focaliser sur les deux plus plausibles, que sont l'hédonisme et le préférentialisme. L'hédonisme, il dit que être heureux, c'est avant tout une affaire d'expérience, de ressenti. C'est très plausible intuitivement, ne serait-ce que parce que on a beaucoup de mal à imaginer une vie de souffrance perpétuelle qui soit heureuse. On a beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un puisse souffrir toute sa vie et avoir une vie qui est bonne globalement pour lui. Elle peut être bonne moralement, elle peut être bonne d'un point de vue esthétique, mais point de vue du bonheur, c'est plus difficile. Il y a eu énormément de discussions sur l'hédonisme depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, l'objection majeure qui a retenu les philosophes contemporains, c'est une objection qu'on doit à Robert Nozick. Nozick, c'est une photo de lui, donc ravissant philosophe californien qui a été prof à Princeton, donc une carrière extrêmement brillante. Et il s'est intéressé au bonheur que de manière assez latérale aussi. En fait, son sujet, c'était un livre de philosophie politique dans lequel il défendait, ou en tout cas il proposait, il a une conception de la philosophie assez originale. Pour lui, la philosophie doit permettre de comprendre des choses plutôt que de défendre vraiment des thèses. Et donc il proposait une forme de libertarianisme. Libertarianisme, c'est une sorte d'anarchisme de droite, donc théorie de la société dans laquelle l'État devrait avoir un rôle minimal. Il n'y aurait pas de police, mais plutôt des espèces de milices qui seraient payées par des individus ou des entreprises, etc.
Donc c'est un livre de philosophie politique important qui a constitué un repoussoir pour beaucoup de gens et qui est un peu la Bible des libertariens. Et au cours d'une discussion qui porte sur toute autre chose, il s'est intéressé à l'hédonisme et il l'a critiqué rapidement avec un argument très très simple, qui est l'argument de la machine à expérience. L'argument, c'est celui-là. Il nous dit, imaginons qu'on vous propose une machine à expérience. C'est une machine qui est assez géniale. Vous rentrez dedans. Vous choisissez, d'abord, il y a une bibliothèque d'expériences. Vous choisissez des expériences extrêmement plaisantes. Donc, par exemple, des choses compliquées, pas simplement avoir un massage, l'expérience de manger du chocolat. Des choses comme avoir l'expérience d'écrire, de gagner le Tour de France, et puis d'écrire son premier roman, et d'avoir le prix Goncourt. Vous prenez tous vos rêves, tout ce que vous rêvez de vivre, vous programmez la machine, et la machine vous fait vivre tout ça. Bien sûr, la machine est programmée aussi pour vous faire oublier que vous êtes rentré dans la machine, sinon c'est moins agréable. Si vous savez que c'est en toc, vous n'y prenez pas du plaisir, ou pas tant de plaisir que si vous ne le savez pas. Donc il nous dit, imaginez qu'on vous propose de rentrer dans cette machine, elle est préprogrammée, vous rentrez dedans, vous restez dedans pendant 2 ans, au bout de 2 ans, vous avez une journée pour rechoisir d'autres expériences pour vivre plus tard, etc. Et vous passez toute votre vie comme ça, à rester dans la machine à expérience et ressortir juste une journée tous les 2 ans pour trouver des nouvelles expériences intéressantes à vivre. Il nous dit qu'on refuserait d'entrer dans cette machine à expérience, en tout cas si on est rationnel, et enfin, il le dit pas, il pense que c'est un peu évident, mais il pense qu'on refuserait tous d'entrer dans cette machine, même si elle nous procure toutes les expériences agréables dont on rêve, et même si elle nous fera oublier qu'on est entré dedans. Mais si l'hédoniste a raison, si une vie qui est globalement bonne pour une personne, c'est juste une affaire d'expérience, on devrait tous entrer dans la machine. Et le fait qu'on ne veuille pas entrer dans la machine à expérience, nous dit Nozick, c'est une preuve que le bonheur, ce n'est pas une affaire d'expérience. Alors il y a eu beaucoup de discussions, il y a des gens qui ont dit mais non, mais peut-être qu'on ne veut pas rentrer dans la machine, mais qu'on est irrationnel en fait, que si on réfléchit bien, on s'apercevra qu'une bonne vie, c'est une vie dans la machine. Il y a eu d'autres réponses. J'ai oublié celle que je voulais mentionner, c'est pas très grave. Donc ce petit passage de Nozick a convaincu énormément de gens que l'hédonisme classique, en tout cas, n'était pas viable. Le bonheur, une vie qui est bonne pour une personne, c'est pas simplement des bonnes expériences. On veut avoir l'expérience de manger du chocolat, mais on veut que ce soit du vrai chocolat. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose d'assez évident. Sans aller jusqu'à la machine à expérience, imaginez la vie de quelqu'un qui croit avoir des amis, mais en fait, c'est que des faux amis, c'est que des gens qui font semblant d'être ses amis, il s'en aperçoit jamais. On a envie de dire que c'est quelque chose de triste pour lui, et que sa vie ne sera pas forcément heureuse si il a eu l'impression d'avoir des amis qui étaient juste des acteurs payés par, je sais pas, un proche, par un parent, ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on a l'impression que parfois, pour avoir une vie bonne, il faut un peu de vérité, même si elle est amère, plutôt que simplement des expériences douces. Donc, le bonheur au sens philosophique d'une vie bonne pour celui qui la vit, et pas simplement au sens de se sentir bien, n'est pas une question simplement d'expérience agréable. Au début, je vous avais mis il y a un poème de Szymborska, une poétesse prix Nobel de littérature en 96, poétesse polonaise, qui s'appelle L'expérience, où elle décrit une expérience qui avait été menée avec un chien, qui était une tête reliée à des machines, et donc on l'avait décapité, on avait maintenu la tête en vie pendant un moment, et elle nous dit que cette tête avait l'air heureuse, mais au sens de se sentir bien, et qu'elle trouvait ça extrêmement angoissant parce que la vie de ce chien n'était pas du tout bonne pour lui dans ces conditions. Il se rendait compte de rien, mais c'était plus qu'une tête accrochée à des machines qui allaient mourir sous peu. Donc c'est le même genre d'objection que la machine à expérience. Nozick, donc prenant acte de cette objection qu'il adresse lui-même à l'hédonisme, opte pour une autre théorie qu'on a appelée le préférentialisme, qui est l'idée que
être heureux, c'est satisfaire ses désirs rationnels. Et c'est une théorie qui marche bien dans la machine à expérience parce que Nozick nous dit pourquoi on est malheureux dans la machine à expérience, pourquoi notre vie n'est pas bonne même si on se sent bien dedans. Parce que on veut satisfaire certains désirs, on veut avoir des amis, on ne veut pas juste avoir l'impression d'avoir des amis. Et mon désir d'avoir des amis, il ne sera jamais satisfait que si j'ai vraiment des amis. Mon désir de manger du chocolat, il sera satisfait que si je mange vraiment du chocolat. Si j'ai juste l'impression de manger du chocolat, ce désir ne sera pas satisfait. Le chocolat, ça ne semble pas très important, les amis, ça semble marcher un peu mieux. Mais voilà. Mais, je vous raccourcis 20 ans de philosophie du bonheur en 20 minutes, donc ça va un peu vite. Le préférentialisme, alors il y a pas mal d'objections, mais il y en a une qui est très intéressante et qui est assez proche de celle de la machine à expérience. Il y a même un article qui est paru la semaine dernière qui s'appelait La machine à désir, et qui était vraiment un analogue de la machine à expérience pour le préférentialisme. Je vais vous donner l'objection classique. L'objection classique, elle nous vient de ce monsieur sur la droite qui s'appelle Amartya Sen, qui n'est pas un philosophe, même s'il a fait de la philosophie. C'est un économiste de formation, et il a d'ailleurs eu le prix Nobel d'économie. Et il a travaillé beaucoup sur... il y a des coquilles. Hop. Il a travaillé beaucoup sur l'évaluation du bonheur dans une population. Comment savoir si la population française est plus heureuse en moyenne que la population indienne, par exemple. Et il a proposé une objection qui est devenue très influente. On la trouve en français dans un livre qui s'appelle Éthique et économie, qui rassemble un certain nombre de ces articles, qui a été publié en 1993 au PUF. Il imagine on appelle ça l'objection de l'esclave heureux. Imaginez quelqu'un qui, toute sa vie, a rêvé de voyager quand il était enfant. À 18 ans, il lui a enfin permis de voyager, il va à l'autre bout du monde et immédiatement il se fait emprisonner et il est transformé en esclave. Il est emprisonné et il est obligé de travailler pour le compte d'un tortionnaire. Au bout de 20 ans, on demande à cette personne quels sont ses désirs, on regarde ceux qui sont satisfaits, on s'aperçoit que tous ses désirs sont satisfaits. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, il s'y est fait. Il a abandonné certains désirs qu'il ne pouvait pas satisfaire, comme le désir de voyager, et il s'est fait à son sort en gardant que des désirs qui peuvent être satisfaits. Et Amartya Sen nous dit, d'une telle personne, on ne dirait pas qu'elle est heureuse malgré tout, même si ses désirs sont satisfaits. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ces désirs ne sont pas authentiques. Donc, excusez-moi pour la coquille sur le authentique. Ils ne correspondent pas réellement à lui. Donc, je laisse les guillemets. Ils correspondent. Ici, c'est clairement des désirs qui lui ont été imposés de l'extérieur par le cours d'une vie malheureuse. Pourquoi c'est une objection qui était intéressante et qui était utilisée par Amartya Sen parce qu'il voulait comparer le bonheur dans différents pays. Il cherchait les indicateurs du bonheur. Il a même été embauché par le gouvernement français à un moment pour remplacer le PIB par des indicateurs plus fiables pour évaluer la santé de la population française, enfin la santé entre guillemets, le bonheur. C'est des choses qui sont intéressantes parce qu'effectivement, souvent, dans des situations d'oppression, les gens peuvent dire mais regardez, ils veulent rien d'autre. Mais le problème, c'est qu'ils veulent rien d'autre peut-être, mais parce que leurs désirs ont été modifiés par la force d'une certaine mesure, par la contrainte. Donc le bonheur au sens de la vie bonne requiert sans doute la satisfaction de certains de ses désirs, mais ces désirs ne doivent pas être inauthentiques. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par être authentique ou inauthentique ? Une manière de le comprendre, c'est de dire que c'est un désir authentique s'il correspond à son vrai moi. Mais ça suppose l'idée qu'on ait une sorte de vrai moi à l'intérieur, une sorte de noyau qui soit prédonné, qui me dise qui je suis. Une autre manière de le dire, il y a des gens qui considèrent qu'il n'y a pas vraiment de vrai moi, ou que cette notion n'a pas vraiment de sens, mais qu'un désir authentique, c'est un désir qui exprime ma volonté, qui n'est pas né sous la contrainte,
qui ne résulte pas d'une forme de lavage de cerveau ou d'une forme d'esclavage, quelque chose qui soit proche de l'esclavage. Ok. Donc, voilà pour les grandes théories du bonheur et leurs objections. Dans le temps qui me reste, c'est-à-dire pas beaucoup, je vais essayer de proposer une théorie du bonheur acceptable, pas très ambitieuse parce qu'elle n'est pas très élégante, vous allez voir, mais elle tient compte des objections. Et on va voir qu'elle permet de revenir et de retomber sur cette question des médicaments et de l'objection de la prévention qu'on peut avoir contre les médicaments, prévention qu'on n'a pas forcément contre les psychothérapies. Alors pour sortir de cette impasse, donc, des deux objections que j'ai adressées à l'hédonisme et au préférentialisme respectivement, on peut noter que ces deux objections ne sont pas complètement décisives. On pourrait essayer de sauver l'hédonisme en disant le bonheur, c'est une question. Pour être heureux, il faut avoir certaines expériences, mais il faut que ces expériences soient authentiques au sens où elles correspondent à la réalité. Donc ici, on peut dire si on dit qu'une expérience authentique est une expérience véridique, on dira que pour être heureux, il faut avoir des bonnes expériences, mais il faut qu'elles ne soient pas trop inauthentiques. Pareil, on pourrait dire qu'il faut satisfaire ses désirs, mais pas tous ses désirs, il faut satisfaire ses désirs authentiques. Et ensuite, on peut discuter un peu cette condition d'authenticité pour voir que les choses sont un peu plus complexes et que si on réfléchit bien aux objections de l'esclave heureux et de la machine à expérience, on va voir que c'est plus que des objections décisives, c'est des sortes de tests. Pour évaluer certaines situations et pour se demander si on serait heureux dans telle situation, plutôt que des objections à des théories du bonheur. Vous allez voir ce que je veux dire, j'espère que ce sera plus clair. Donc ça, c'est une image d'un film qui s'appelle Total Recall, qui est inspiré d'un livre d'une nouvelle de Philippe Cadic. Et ici, si mes souvenirs sont bons, je l'ai vu enfant en fait, donc je ne suis pas très sûr, mais je me souviens très bien que dans ce film, il y a une machine à expérience qui est utilisée pour les vacances. Les gens ne peuvent pas se payer des vacances dans des paradis sur Terre. D'ailleurs, ça n'existe peut-être plus. Mais ils rentrent dans une machine qui leur donne l'impression d'être, imaginons que ce soit son rêve, sur une plage aux Maldives, déserte, en train de siroter, je ne sais pas, un cocktail fruité. Donc il y a des machines à expérience. Et je pense que beaucoup de gens diraient que la machine à expérience de Nozick, où on doit rentrer à vie, on n'y rentrerait pas. Mais que si on vous propose de rentrer dans une machine à expérience pour, je ne sais pas, une semaine, ou un jour, imaginez que vous êtes un peu fatigué, vous n'en pouvez plus, on vous propose de vous mettre des implants cérébraux qui vous donneront vraiment l'impression d'être en vacances aux Caraïbes ou aux Maldives. Dans certaines conditions, je pense que ce serait un peu austère de refuser, enfin, ça serait un peu puritain de dire non, pas pour moi. Et donc ça, c'est dans des situations normales, et on peut même imaginer des situations pires. Imaginez que vous soyez prisonnier, vous avez fait quelque chose de grave, vous êtes prisonnier à vie dans une prison qui est très, très peu confortable. On vous propose de rentrer dans la machine à expérience pour tout le reste de votre vie. Dans certaines conditions, peut-être que ça se discute, ou imaginez que la Terre est devenue un endroit absolument invivable, et vous avez d'atroces souffrances en permanence. On vous propose la machine à expérience à vie. Moi, je pense que dans ce cas-là, je rentrerai dedans. Ou même, autre objection, le troisième point, il y a des philosophes qui, comme Pyrrhon, Pyrrhon c'était l'un des sceptiques, l'un des philosophes de l'Antiquité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait mis au point des thérapies philosophiques. Pyrrhon, il avait une thérapie philosophique qui était fondée sur l'idée qu'on ne pouvait pas connaître la réalité, qu'il fallait se satisfaire simplement des apparences sans se soucier de la réalité. Un pyrrhonien aurait dit que, étant donné ses valeurs, étant donné qu'il se fiche complètement de la réalité, ce qui l'intéresse, c'est juste l'expérience, et il a des arguments philosophiques pour ça, un pyrrhonien rentrerait dans la machine à expérience parce que ça correspond à ses valeurs. Donc l'idée ici, c'est que la machine à expérience, on refuserait peut-être d'y entrer dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres.
Par exemple, si on est voué à d'atroces souffrances jusqu'à la fin de sa vie, imaginez que vous soyez Sisyphe ou un autre de ces suppliciés antiques, on vous propose la machine à expérience, vous rentreriez dedans. Donc encore une fois, ça dépend du contexte et ça dépend aussi de vos valeurs. Et de manière plus générale, on peut, pour être plus heureux, accepter parfois de douces illusions aux dépens, excusez-moi pour la coquille, de la mère vérité. Donc, on veut des expériences authentiques, mais dans une certaine mesure seulement, et ça dépend du sujet. Et on a un test assez simple pour savoir, un test qu'on doit appliquer au cas par cas, en fait, parce que ça dépend de vos valeurs, c'est est-ce que vous, imaginez qu'on vous propose telle quantité d'illusions pour votre vie future, est-ce que vous accepteriez? Si vous accepteriez après y avoir réfléchi, on a de bonnes raisons de dire que ça nuirait pas à votre bonheur. Si vous accepteriez pas, on a de bonnes raisons de dire que ça nuirait peut-être à votre bonheur. C'est ça que j'entends par l'idée de concevoir la machine à expérience comme un test plutôt que comme une objection. C'est l'idée que c'est un test qui montre qu'il nous faut une certaine dose d'authenticité, mais cette dose, elle dépend du sujet et elle dépend du contexte. Donc le bonheur au sens philosophique d'une vie bonne pour celui qui la vit, et pas seulement de se sentir bien, requiert des expériences agréables, mais celles-ci doivent être dans une certaine mesure variables en fonction du contexte et des valeurs du sujet authentique, c'est-à-dire correspondre à la réalité. On a un test de la machine à expérience. En fonction du contexte et de vos valeurs, et de nos valeurs, pourrait-on rationnellement accepter telle quantité d'expériences inauthentiques? Autrement dit, il suffit qu'on vous présente la chose avant, on vous dit il y aura telle quantité d'illusions, est-ce que vous acceptez? Si vous acceptez, c'est que ça ne nuit pas à votre bonheur. De la même manière, on peut préciser la condition d'authenticité des désirs dans l'objection de l'esclave heureux. Et d'abord, toute modification exogène des désirs n'implique pas une forme d'inauthenticité. Pourquoi? Parce que quasiment tous nos désirs sont forgés par notre environnement social et naturel. Je pense que 99% de mes désirs, je ne les aurais pas si j'avais grandi dans un environnement radicalement différent. On n'a pas envie de dire que 99% de ces désirs sont inauthentiques. Et donc, il y a une dose d'inauthenticité est acceptable pour le bonheur. Donc, une dose de cause exogène est compatible avec l'authenticité, et par ailleurs, toute inauthenticité ne menace pas forcément le bonheur. Dans le monde tel qu'il est, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par les psychologues sur ce qui s'appelle l'adaptation hédonique, le fait que après un coup dur, en général au bout d'un an, les niveaux de bonheur du sujet reviennent à peu près à ce qu'ils étaient auparavant. Donc des sujets qui sont amputés d'un membre, par exemple, quand on leur demande s'ils sont satisfaits de leur vie, et quand on mesure la qualité de leurs affects, si leurs affects sont globalement positifs, on donne un petit beeper qui bip de manière aléatoire et ils doivent dire si leurs affects sont positifs, on s'aperçoit que ça donne des mesures assez cohérentes qui descendent rapidement pendant un moment et qui reviennent au bout d'un an à peu près au même niveau. Donc il y a une forme d'adaptation, et il est vraisemblable que cette adaptation, qui soit naturelle et saine, passe par des changements de désir. Au bout d'un moment, on abandonne certains désirs. Donc, encore une fois, peut-être que certaines modifications des désirs exogènes impliquent une forme d'inauthenticité qui implique un problème de bonheur, mais pas toujours. C'est sans doute dans les cas d'adaptation aux conditions extrêmes comme l'esclavage ou de lavage de cerveau. Là, oui, si la personne a satisfait ses désirs, ça ne comptera pas comme une marque de bonheur, parce qu'il y a eu lavage de cerveau, adaptation à des conditions extrêmes. Mais on peut accepter une certaine dose de modification exogène des désirs, voire même une certaine dose d'inauthenticité pour le bonheur. Et on peut voir un peu la condition, encore une fois, l'objection de l'esclave authentique, on peut la voir comme un test aussi. Et l'idée ici, c'est de se demander, imaginons qu'on vous dise, voilà, si vous prenez tel médicament, vous allez abandonner tel et tel désir, vous aurez tel désir. Ça ne marche pas vraiment comme ça, mais on pourrait imaginer un médicament miracle, mais c'est vrai que ça peut modifier, en tout cas ça peut émousser certaines émotions et sans doute
changer la motivation du sujet. La question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on est plutôt du côté du lavage de cerveau ou de l'adaptation des désirs acceptables? Et en fonction du contexte et de ses valeurs, est-ce que vous accepteriez de subir de tels changements, même s'ils sont plutôt pour vous sentir mieux? Donc, la conclusion, et j'ai presque fini, c'est que plus généralement, le bonheur semble requérir certaines expériences agréables et la satisfaction de certains désirs. On peut être d'accord là-dessus. Ces expériences et ces désirs doivent cependant rester dans une certaine mesure authentiques, mais c'est simplement dans une certaine mesure. Et comment on sait au cas par cas? On applique le test de l'esclave heureux et le test de la machine à expérience. C'est-à-dire, le test de la machine à expérience est sans doute le plus simple. Vous vous demandez si telles modifications d'expérience sont acceptables pour vous. Donc, par exemple, on vous dit qu'il y aura, si vous prenez tel médicament, certaines émotions seront un peu émoussées et vous évaluerez certaines choses de manière moins négative. Le sujet peut considérer que c'est une certaine illusion, peut-être qu'il évaluera certaines choses moins bien qu'avant. Est-ce qu'il est prêt à accepter cette illusion ou pas rationnellement? Si oui, les médicaments ne menacent pas son bonheur, sinon ça menace peut-être son bonheur, parce qu'en fonction de ses valeurs, il s'attache plus à l'authenticité. Du coup, on arrive à une conclusion, en fait, qui se dessine déjà, qui est peut-être un petit peu déceptive, un petit peu décevante, mais enfin, délibérément. La conclusion, c'est la suivante, c'est que, donc d'une part, la notion d'authenticité permet de comprendre pourquoi les thérapies en haut de la liste que j'ai faite tout à l'heure ont mauvaise presse, parce que c'est des modifications... Seules les modifications qui passent par le filtre de la raison garantissent l'authenticité. Si on change les désirs du sujet ou les expériences du sujet grâce à un argument rationnel qui permet au sujet de comprendre que les choses sont différentes de la manière dont il est considéré, ça change ses expériences, à ce moment-là, il n'y a pas de problème d'authenticité. Il y a un problème d'authenticité, ou il peut y avoir un problème d'authenticité que quand la modification ne passe pas par le filtre de la raison, que quand c'est une manipulation directe. Là, il y a un risque pour le bonheur. Si vous voulez, de passer par la raison, c'est une garantie qu'il n'y a pas de perte en authenticité. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une perte en authenticité de l'autre côté, ça veut dire que si on passe par la raison, là, il n'y en aura pas. Et les développements précédents permettent aussi de comprendre pourquoi cette mauvaise presse des médicaments est peu méritée. Donc, je remets encore une fois la question des effets secondaires et de l'efficacité. Certains médicaments peuvent sans doute modifier les expériences et les désirs, donc comme dans le cas de la machine à expérience ou de l'esclave heureux, mais pour peu que le sujet consente de manière éclairée à son traitement, c'est pour ça que je dis que ma conclusion est un peu décevante, il y a peu de chances que cette modification implique un problème d'authenticité, et il passera en effet, s'il consent de manière éclairée à son traitement, il passera le test de la machine à expérience et le test de l'esclave heureux. Et même s'il y avait un problème d'authenticité, ça ne constitue pas toujours une menace au bonheur. Je pense que une personne sera plus heureuse dans la machine à expérience que si elle est vouée à d'atroces souffrances jusqu'à la fin de sa vie, comme un personnage antique comme Sisyphe ou l'autre qui se fait dévorer le foie, c'est Tantale, le supplice. Vous promettez, oui. Il y a aussi, oui, le supplice de Tantale, on a pas mal de cas. Et ben voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre, on a le temps de discuter un petit peu. Je pense que c'est... n'importe, il y en a... Je vais dire, c'était passionnant et ça éclaire sur... en tout cas, ça ouvre sur plein de sujets d'interaction plutôt rigolos. Ça marche pas? Non? Ça marche mieux là. Ça ouvre plein de sujets communs très rigolos entre les questions de psychiatrie, de santé mentale et de philosophie. À la fois dans les organisations et puis dans les développements que ça peut induire, hein, parce que moi ce qui me vient c'est j'aime bien le gradient de la raison que j'attendais pas, mais ce qui est assez rigolo c'est que d'un point de vue pratique opérationnel, c'est le gradient aussi, on va orienter les indications aussi en fonction de ce qu'on va considérer comme niveau d'altération de la raison des patients. C'est-à-dire que finalement de 1 à 5, plus on va avoir l'impression ou les arguments ou l'habitude de considérer que la maladie
qu'on veut essayer de soigner, ou les symptômes, ou la situation qu'on veut essayer d'améliorer, est associée à une altération importante de la raison, plus on va être au niveau du 1. Et dans les situations où finalement ça va être très préservé, on sera plutôt sur les thérapies du bas, quoi. Enfin, le truc existe aussi antisymétrique de l'autre côté, du point de vue de la manière dont on propose les thérapies. Donc ça, c'est assez rigolo et ça pose pas mal de questions. Et puis c'est vrai que le sujet après, sur lequel il y a presque de quoi faire un deuxième épisode, c'est comment dire, on altère on altère potentiellement les choses en proposant des traitements quels qu'ils soient, mais l'intervention qu'on se propose de faire, elle est aussi dans une situation où on considère que justement l'état mental de la personne est modifié, et en tout cas plus celui d'avant dans la situation de la maladie finalement. Il y a oui, la maladie aussi. C'est ça, quelqu'un qui va expérimenter un épisode psychotique aigu ou un épisode psychotique bref, évidemment, enfin, je veux dire, son état va plus être le même, sa personnalité, si tant est qu'on arrive à définir la personnalité, va plus être le même. Enfin, et du coup, il y a aussi là une question de double curseur. Ouais. Alors, je rebondis juste là-dessus. En fait, il y a pas mal d'études de cas qui ont été faites d'ailleurs avec la dépression, avec des cas de sujets qui disent je suis vraiment moi-même quand je prends. Là, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même. Alors, il a l'impression, cette impression, elle peut être erronée ou pas, mais effectivement, on peut considérer que la dépression, c'est une altération exogène qui menace l'authenticité et que la personne redevient elle-même. Pareil effectivement aussi avec la schizophrénie et les antipsychotiques, ça c'est enfin, vous avez sans doute beaucoup de choses à raconter. Moi, j'ai juste des anecdotes, mais je connais des gens qui préféraient ne pas avoir les médicaments, mais pas forcément parce qu'ils se sentaient plus eux-mêmes sans les médicaments, mais plutôt parce que ça donnait. Ouais, oui, parce qu'ils se sentaient moins eux-mêmes avant, mais c'est vrai, c'est vrai pour les médicaments, mais c'est vrai aussi pour les choses qui sont un peu plus compliquées du point de vue de l'image ou de la représentation qu'on en a, hein, sur l'électroconvulsivothérapie, les accès électrochocs dans le traitement de la dépression, par exemple. On a typiquement ce genre d'effet avec des gens qui sont plutôt très demandeurs, en disant non, mais encore plus quand ils ont déjà bénéficié de ce genre de traitement, c'est ça qui avait restauré finalement ou qui m'avait ramené à l'état précédent. Donc c'est vrai que c'est assez interpellant sur ces questions-là. Hein. On a un petit peu de temps et j'allais dire pour discuter ou les questions. Merci. Toujours sur ce classement. Le classement Big Pharma versus Platon. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus rationnel de prendre quelque chose qui altère, certes, l'état dans lequel je suis, mais dont je connais le fonctionnement physico-chimique, dont je connais quand même un certain nombre d'effets secondaires, il y a eu des essais, etc. Est-ce que c'est pas plus rationnel de prendre ça plutôt que d'écouter n'importe quel gourou? Et est-ce que le sujet, on n'aurait pas pu le développer aussi en partant du bas et en disant attention, le danger, il est là. Et je vais plus loin. Quand j'étais jeune, j'ai lu le Gorgias. Et alors, est-ce que c'est uniquement une métaphore ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux la comparaison entre le discours et la molécule? C'est-à-dire que ça fait du bien, mais c'est extrêmement dangereux aussi. Et quand vous parlez de manipulation, vous en avez parlé à 3 reprises, vous en parlez au sens propre, et vous le dites vous-même. Mais la manipulation, c'est d'abord autre chose. Donc voilà, le sujet là-dessus. Ah oui, j'ai le micro là. Oui, merci. Je suis complètement d'accord avec ça et avec le fait que j'ai parlé de l'efficacité des thérapies philosophiques que j'ai mis en doute. Mais il y a aussi ces effets secondaires. C'est pas du tout évident qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. On peut imaginer il peut y avoir des gens malhonnêtes, des gourous, etc. Mais même avec des gens honnêtes, dans les meilleures conditions possibles, il peut y avoir des effets secondaires. Enfin, il y a beaucoup de philosophes qui se plaignent. Hume se plaignait que la philosophie le rendait mélancolique et qu'il avait besoin d'arrêter de temps en temps. Il y a beaucoup de philosophes qui se sont plaints des effets secondaires de la philosophie. Mais ça, je suis d'accord que c'est une question extrêmement importante. Moi, j'ai essayé de défendre le haut du tableau. Mais je pense qu'il y a une prévention pour le haut du tableau, notamment à cause de ces questions d'authenticité.
et c'est vrai que, d'une certaine manière, en fait, tout ce qui est du bas du tableau, c'est plus proche de la manière commune de changer l'esprit d'autrui. Et du coup, on a l'impression que la question des effets secondaires ne se pose pas, qu'on sait très bien. Mais effectivement, si la science nous a appris quelque chose, c'est que des fois, on croit savoir, et quand on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que le sens commun, il peut se tromper radicalement, enfin, que ce soit pour la chute des corps ou les théories naïves de la chute des corps, c'est des théories aristotéliciennes qui marchent pas, et on a peut-être aussi des théories naïves du changement de comment changer les idées de quelqu'un et ce qui lui fait du bien, qui peuvent être qui peuvent être fausses, mais aussi néfastes. Ça, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est des questions aussi intéressantes. Il y a beaucoup ça soulève plein de questions intéressantes à la fois épistémologiques sur qu'est-ce que c'est qu'une vraie science, la médecine fondée sur des preuves, et des questions sur le négationnisme scientifique, les pseudosciences. Mais je suis complètement d'accord. Effectivement, quand j'utilisais manipulation, c'était vraiment au sens d'idée, parce qu'on parle de manipulation directe, mais je ne pensais pas effectivement au sens... c'est un sens qui est métaphorique quand même à l'origine, le sens de manipuler quelqu'un. Mais effectivement, il y a cette idée, c'est un mot qui est intéressant, parce qu'il y a cette idée que cette métaphore, elle vient de l'idée qu'on va induire des changements inauthentiques, souvent avec des mauvais desseins, mais simplement, enfin voilà, que ce sera plus, qu'elle sera juste, qu'elle obéira à l'influence directe. Et on imagine qu'il y a un risque avec les manipulations directes au sens propre, qui n'existe pas avec les thérapies rationnelles, entre guillemets. Mais j'aurais envie de dire que le risque, avec les thérapies rationnelles, si elles sont vraiment rationnelles, le risque de manipulation n'existe pas. Il y a le risque d'effets secondaires graves. Si elles sont vraiment rationnelles, il y a quelqu'un qui est honnête, qui propose des arguments, il propose juste des arguments, j'aurais envie de dire que c'est difficile, si c'est vraiment fait, si c'est vraiment bien fait, en théorie, il n'y a pas de risque de manipulation. En pratique, on peut invoquer la raison et manipuler quelqu'un, et la plupart des thérapies philosophiques passent pas du tout seulement par la raison. Chez les épicuriens, notamment, il y a des trucs, quand on lit ce qu'ils faisaient, ça ressemble vraiment à un gourou et sa secte. Ils se revenaient en groupe, ils mémorisaient le compendium épicurien qu'ils devaient répéter, connaître par cœur. Ils voyaient leur gourou une fois par semaine dans un entretien, enfin leur gourou, leur sage. Donc en pratique, je suis d'accord. En théorie, je dirais qu'il n'y a pas de risque, mais en pratique, il y a toujours des risques. Il y a pas de, je ne connais pas quelqu'un qui ait proposé une théorie purement rationnelle qui passe pas qui permette pas la manipulation. Que fait-on des personnes dont on estime que la faculté de jugement ou de raisonner est altérée, soit parce qu'elles sont par exemple mineures ou sous tutelle? Parce qu'il me semble que les avertissements qui s'appliquent aux médicaments le sont surtout parce qu'ils sont souvent prescrits à des adolescents, ou en tout cas aujourd'hui on en entend beaucoup parler dans ce sens-là. Ouais, merci. En fait, la condition que j'ai donnée, qui est un peu une condition banale en fait, mais du consentement éclairé, c'est une condition qui se pose effectivement que si un consentement éclairé est possible, et on considère que dans certains cas, le consentement éclairé n'est pas possible. Alors il y a des degrés. Je pense que si vous prenez un mineur de 16 ans, je pense qu'il peut donner un consentement éclairé. Après, un enfant de 5 ans, non, c'est les parents qui donnent un consentement éclairé, mais je n'ai pas trop réfléchi à cette question, mais c'est une bonne question. Mais on peut imaginer dans le cas des parents, par exemple, que les parents peuvent, d'une certaine manière, se mettre à la place de l'enfant et raisonner pour lui. Il y a une forme de paternalisme ici qui est justifiée. Et dans les cas où il n'y a pas... dans d'autres cas, il y a souvent aussi ça, c'est des questions qui sont... que vous connaissez mieux que moi, mais il y a des procédures qui passent par il y a des tuteurs ou des... Après, c'est effectivement, parce que toute la question des situations où on va considérer qu'il n'y a pas de consentement recevable, on va pas considérer qu'il y a non recevable, c'est compliqué. Parce que, encore les mineurs, il y a effectivement cette option de dire qu'il y a une espèce de délégation de la décision aux responsables légaux. Après, pour les majeurs, c'est pas clair. Parce que finalement, la situation des tutelles curatelles, elle existe en droit, mais elle est prévue que pour la partie administrative, gestion.
pour la partie de soins, il n'y a pas de structuration de ce type-là en France, en tout cas. C'est-à-dire qu'on considère que quand on ne peut pas consentir, on va être en soins sans consentement. Mais on est dans une espèce de truc un peu pas clair sur qui est-ce qui prend la décision dans ce cas-là. De fait, c'est le système de soins, le médecin, etc. Enfin, c'est pas... Ça pose des questions, quoi. Ouais. Et effectivement, enfin... Ça pose des questions vraiment du fait que ce ne soit pas une personne différente qui puisse... Enfin, c'est la personne qui propose le traitement qui évalue... Enfin, en fait, une vraie issue, ce serait qu'effectivement, les situations de non-consentement, enfin d'invalidité du consentement, on désigne une espèce de tuteur sanitaire, quoi. On désigne quelqu'un qui va prendre les décisions de santé à la place de la personne et qui soit pas l'acteur de soins, quoi, le producteur de soins. Merci beaucoup, d'abord, pour la présentation. Juste, j'ai un problème avec le propos de l'authenticité, parce que j'ai eu le sentiment dans ce propos sur le bonheur qu'on prend des individus, outre les enfants, des individus finis et qui ont une altérité quasi nécessairement néfaste si elle doit être soignée. Et j'ai quand même un sentiment qu'on est dans une évolution permanente, même à haute échelle on la voit, mais à petite elle reste. Et cette idée qu'il y aurait un vrai moi, en fait le vrai moi d'hier n'est pas le vrai moi de demain, n'est pas le vrai moi d'aujourd'hui, et donc ce que je veux aujourd'hui n'est pas ce que je voulais hier. Et ce qui me change, c'est nécessairement l'autre. Certes, ma biologie va me changer un petit peu, comment mes muscles grandissent vont changer mes envies par exemple, mais c'est l'autre qui me change. Et l'autre, du coup, il me rend inauthentique en un sens. Et du coup, là, j'ai l'impression que pour trouver la solution à mon problème, c'est de se dire que ce que je veux devenir est ce qui me rend authentique. Je dois être ce que je veux être. Mais en fait, ce que je veux être, ça me vient d'autrui aussi. Et donc, toute cette authenticité, je n'arrive pas du coup à la cerner dans ce cas. Ouais. Merci. Je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que j'ai signalé que l'idée d'authenticité, ça pouvait être l'idée de correspond au vrai moi. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, quelqu'un comme Sartre, qui serait complètement sceptique vis-à-vis de cette idée-là. Et pour lui, une décision authentique, c'est une décision qui est libre, simplement, donc qui n'est pas contrainte d'une certaine manière. Et donc d'une part, enfin voilà, donc je suis d'accord. Moi, je suis plutôt sceptique vis-à-vis de cette idée qu'il y aura un vrai moi, ou en tout cas un vrai moi suffisamment substantiel. Je pense qu'il y a un vrai moi, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment substantiel pour dicter, pour dicter quels désirs sont authentiques et quels désirs sont inauthentiques. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à voir avec nos désirs. Donc d'une part, je pense qu'il y a d'autres manières de comprendre l'authenticité qui ne reposent pas sur cette idée de vrai moi, mais je pense aussi que cette notion elle est problématique. Je pense qu'elle est assez utile pour certains cas extrêmes où on voit, alors dans l'esclave heureux, on voit en quoi c'est inauthentique. Dans le cas d'un lavage de cerveau, on voit en quoi c'est inauthentique. Mais je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il y a plein de changements exogènes liés à l'environnement social ou naturel. Ça peut aussi être j'ai été au soleil et du coup mes désirs changent parce que... et question, est-ce que ces désirs modifiés par l'environnement sont toujours inauthentiques? Sans doute pas, sinon c'est ce que je disais, 99% de mes désirs seraient inauthentiques. Et même si parfois ils sont inauthentiques, est-ce qu'ils sont suffisamment inauthentiques pour menacer le bonheur? Je suis même pas sûr. Mais je pense que cette question, c'est une question problématique et il y a beaucoup de débats en philosophie il y a des gens qui rejettent complètement la notion. Mais je pense qu'on voit, dans les cas extrêmes, on voit à peu près ce qu'elle veut dire. Dans le cas du lavage de cerveau ou dans le cas de la machine à expérience, on voit à peu près ce que ça veut dire. Et du coup, mon test, j'aimerais bien avoir un test qui ne dépend pas de l'idée qu'il y ait une notion substantielle et utile d'authenticité. Et juste très rapidement, sur la machine à expérience, je trouve qu'on en a tous une dans la poche et qu'elle prouve qu'on est tous malheureux dans cette logique, parce que franchement, je passe beaucoup de temps devant les écrans et c'est pour avoir des expériences que je n'ai pas par ailleurs et que je suis ravi d'avoir, même si je sais qu'elles me sont mauvaises. Et du coup, le test, c'est qu'on serait tous malheureux. Presque. Alors, j'aurais pas du tout envie de dire que un téléphone portable, c'est une machine à expérience. Mais je pense que c'est... Je pense que c'est assez différent dans la machine à expérience. Vous ne savez pas que vous y êtes, vous vivez des expériences par procuration. Là, c'est plutôt des témoignages d'autrui. Enfin, on n'a pas, quand je vois mon téléphone, j'ai pas l'impression de... Il n'y a aucune illusion. Non, mais est-ce que tu as le téléphone, ce serait plus... c'est plus finalement le reward média, quoi. C'est le truc où
c'est la récompense immédiate. Ah C'est-à-dire oui. que finalement, c'est pas aussi complexe, c'est pas une vraie machine d'expérience parce qu'il n'y a pas de construction de l'ensemble, mais il y a une espèce de récompense directe sur un truc basique, hein, sur des trucs qui sont très travaillés dans les constructions de réseaux sociaux et de jeux sur Internet et trucs comme ça, où il y a une récompense directe. Donc finalement, c'est presque encore pire parce qu'on sait que c'est pas vrai, on le souhaite pas et on le fait quand même. Je dirais plus loin, moi je sais que depuis très jeune, je vois mon écran comme une fenêtre sur quelque chose. Et quand je joue, quand je regarde un film, n'importe quoi, j'ai pas une histoire qui m'est racontée, j'ai une fenêtre sur une perception que je n'aurais pas eue sans cette fenêtre. Et donc j'expérimente, je joue beaucoup et donc je parle de mon expérience de jeu, mais quand mon personnage meurt, je suis triste, j'ai le seum, je suis en colère, j'ai presque mal en fait. Voilà. Alors c'est des grandes questions, parce que là, si vous mettez la fiction et tout ça, alors là, c'est parce que les téléphones, les ordinateurs, ça sert à voir plein de choses dans le monde aussi qui ne sont pas des fictions. Mais j'aurais du mal à vous répondre rapidement, en fait, mais il y a un livre qui vient d'être publié, qui est en train d'être traduit en français, qui s'appelle en anglais Reality Plus, qui parle que de ces questions-là, en fait, il défend le réalisme virtuel, lui, d'ailleurs, il défend l'idée que c'est pas que la machine à expérience, c'est plutôt bien, en fait, on devrait y aller. Non, à quelques petites nuances près, en fait, mais c'est de David Chalmers. C'est des questions passionnantes, mais ça nous emmènerait loin. Mais en tout cas, c'est des questions intéressantes et aussi celle de la gratification immédiate. Ça change notre motivation, j'ai l'impression, plutôt que nos expériences. Plutôt comme l'esclave heureux. De l'autre côté. Une toute dernière question, peut-être. Oui, merci beaucoup. J'étais intéressé par l'idée de se dire que les psychothérapies, on pouvait les comparer en fonction de la question du bonheur, enfin les différentes thérapies psychiques. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi quand on entendait les différentes conceptions du bonheur, on avait forcément un peu en tête automatiquement une manière de se dire, ok, là dans ce cas-là, les médicaments vont avoir tel rôle ou tel autre. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression qu'il y a, mais c'est pas forcément un reproche, mais il y a presque une circularité dans l'idée de choisir telle conception du bonheur comme étant la plus cohérente. Et du coup, d'ailleurs, c'est celle qui amène à se dire que utiliser des médicaments pour la santé mentale, c'est possible parce que ça peut respecter une conception consistante du bonheur. Mais du coup, le mouvement, il est plutôt de voir des philosophies du bonheur et comment elles vont s'appliquer à la question de la santé mentale, de la psychiatrie. Est-ce que ça vous paraîtrait absurde de dire que le mouvement, il est aussi inverse, c'est-à-dire que c'est aussi la réalité clinique qui peut-être à nous, philosophes, moi il se trouve que je le suis d'ailleurs, et justement nous donner des critères pour distinguer entre différentes conceptions du bonheur. C'est-à-dire peut-être qu'on peut se dire, ok, ce qu'on veut sauver, c'est une conception du bonheur dans laquelle introduire l'usage des médicaments dans les thérapies, ça ait du sens, et du coup ça nous aide à réviser entre différentes options sur le bonheur, comment on peut les formuler, etc. Voilà. Oui, je suis d'accord. Enfin, je trouve ça intéressant aussi de procéder dans l'autre sens, effectivement, et parce qu'on peut avoir des fois des intuitions on peut avoir en tout cas des cas concrets où on a l'impression que la personne va mieux et que c'est évident qu'elle est plus heureuse, même s'il y a eu tel changement, tel émoussement émotionnel ou je ne sais pas. Et on peut partir effectivement de ces cas de la psychiatrie pour modifier notre théorie, notre conception du bonheur. Et je suis d'accord aussi avec cette idée qu'il y a un peu une circularité et que, en fait, la machine à expérience, pour y répondre, on peut avoir on peut utiliser des intuitions qui sont très proches de celles qu'on a sur les médicaments. C'est cette idée de l'authenticité qui joue notamment. Mais je suis d'accord, en fait, et moi, je suis philosophe de la psychologie, mais la plupart du temps, je m'intéresse à la psychiatrie pour éclairer des questions philosophiques plutôt que dans l'autre sens. Et je pense que pour ces questions pratiques du bonheur, c'est aussi censé de le faire. Enfin, c'est aussi censé. On peut essayer d'arriver à un équilibre réfléchi, aussi aller dans les deux sens. Merci beaucoup. Je vous invite à poursuivre la discussion autour d'un verre. Ouais. Et merci beaucoup, Alexandre.